Si je me suis repenchée comme ça vers cet amour que j'avais pour lui et qui ne s'exprimait pas, c'est parce qu'il est sorti dernièrement le livre qu'il a écrit sur son expérience en 1940. Et donc c'est à travers ses mémoires, en fait, que je me suis replongée dans sa pensée. Voilà. Ce qui est très curieux, finalement, c'est la coïncidence de nos deux passés. Parce que lui est arrivé en Chine à 12 ans, 10 ans à peu près, et bien des années après, je suis arrivée au même âge à Pékin, comme lui, dans la même ambassade et les mêmes chambres. Et c'est extraordinaire de penser qu'on se rejoint ainsi à travers les événements. C'est très amusant parce que j'ai lu ses notes sur son enfance en Chine. Et au fond, nous n'avions pas le même regard vraiment. Parce que, si vous voulez, moi, j'ai été complètement perturbée par la vision de la misère totale à Shanghai, par cette vie tellement différente, la religion différente, les mœurs différentes. Alors que mon père s'est immédiatement coulé dans la vie sociale de l'ambassade. Une différence de vision, une différence aussi de sentiment de sécurité qu'il avait auprès de ses parents. Et moi, si vous voulez, j'arrivais de Londres, j'étais pensionnaire dans un couvent catholique. J'arrive donc dans ce monde contraire à ce qu'on m'avait enseigné, contraire à l'existence d'un Dieu bon. Et comme ma quête a toujours été à la fois celle de l'idée de Dieu et celle de comprendre pourquoi existe le mal, je me suis trouvée enfant à 12 ou 13 ans déchirée entre ces deux visions. Et nous avons connu l'occupation japonaise et j'ai vu des choses assez cruelles, je dois dire, et même enfant, quand j'allais à Shanghai en vélo au lycée, je voyais des morts dans la rue, je voyais les pousse-pousse éreintés, faméliques. Et c'est devenu comme une image récurrente dans ma vie, celle du pousse-pousse qui n'en peut plus, vous voyez, et de me dire pourquoi suis-je moi, pourquoi ne suis-je pas lui. C'est une chose qui m'a persécutée longtemps. Peut-être que ce sera toujours comme ça. Ma mère était très extravertie, très, avec des mots de théâtre, de comédie, de tragédie, enfin, elle avait des mots extraordinaires. Mais pour la comprendre, il m'a fallu du temps. Et je la comprends beaucoup mieux maintenant que j'ai écrit ce livre, parce que il s'est passé pendant l'écriture de ce livre que j'ai franchi une étape par rapport au livre précédent dans mes relations avec les morts. Je pense que je les comprends mieux qu'avant, franchement, oui, oui. Et je comprends mieux le tempérament de ma mère, qui était extrêmement vital et qui était coincée comme ça en Chine pendant toute la guerre, et qui, comment dire, enfin c'était quelqu'un d'assez dominateur, très dominatrice, disons, et peut-être j'en ai un peu souffert, mais je comprends mieux maintenant, parce que sa mère était comme ma mère était. On remonte loin. Et justement, ce livre est un livre qui désire remonter vers l'enfance toujours. Et l'enfance de ma mère n'a certainement pas été très facile. Et donc, de toute façon, toutes les critiques littéraires que je fais, j'essaie toujours de remonter vers l'enfance de l'écrivain, parce que sans être une fanatique de Freud, il y a une ou deux leçons que j'ai gardées dans ma pensée, c'est que l'enfance est absolument essentielle pour le talent, pour le caractère, pour la formation, pour la manière d'aimer, plus tard, oui. J'ai fait la découverte à un moment donné, quand j'habitais à la campagne, du Di du Genji, qui est un roman du Xe siècle et qui est un roman d'une femme. Et j'ai compris que
leur façon de se libérer à ces femmes poètes du Xe, du XIe siècle, c'était l'écriture, et ça m'a énormément marqué. Pendant 2 ans, je n'ai lu que des romans japonais. Et donc l'écriture, d'ailleurs Proust aussi, je veux dire, m'a influencé dans cette pensée que cette troisième dimension qu'il appelle la vie intellectuelle, c'est vraiment la seule qui met un petit peu ensemble les contrastes et les contradictions et l'ambivalence de la vie. Quand je suis arrivée en Italie, c'était après le retour de la Chine, etc. Moi, je voulais toujours écrire depuis longtemps. Mais comme j'appartiens à une famille où il y a déjà beaucoup d'écrivains, je n'ai pas senti un encouragement chez moi, disons. Je l'ai senti chez Moravien, oui, tout à fait, qui m'a toujours dit que j'écrirais. Et si vous voulez, c'est surtout le fait de ne plus se sentir coupable, de se servir de la vie pour l'écriture. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée qu'écrire, c'était pétrifier la vie, c'était la trahir. Et naturellement, il m'a guéri de ça, parce que c'était pas son genre du tout. Par exemple, Conan Doyle, même à 10 ans ou 9 ans, je lisais Conan Doyle, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la manière dont il mène l'enquête. Et si vous voulez, le cerveau est marqué finalement par les premières lectures et par la manière dont... enfin, j'ai jamais aimé les romans roses, enfin, je ne sais pas, les romans romanesques où tout va bien, ou... je ne sais pas, enfin... Donc, j'ai toujours été attirée par les romans où on essaye de comprendre les crimes, pas les policiers. Peut-être que ça vient de mon père, qui lisait un policier par jour malgré tout dans sa vie. Et je ne sais pas, parce que l'hérédité compte quand même. Et le hasard et l'hérédité, ça compte beaucoup. Et donc, Conan Doyle, j'aimais passionnément l'histoire du chien des Baskerville, l'histoire du serpent que l'on avait dressé à descendre sur un cordon de sonnette pour aller piquer une victime. Cette histoire me fascinait absolument. Donc j'avais comme ça des intérêts plutôt étranges, mais que j'ai gardés, je dois dire, parce que les faits divers me passionnent. Et puis la poésie de Quincy, le rêve, les états extrêmes, les états de rêve, les visions, enfin tout cela, que Baudelaire aimait tant chez lui, chez De Quincey, et qu'il avait aussi. Le mystère, d'ailleurs, en plus, m'intéresse beaucoup parce que c'est lui qui donne de la cohésion aux contradictions. Et ce livre se termine justement sur une image très mystérieuse pour moi, que j'ai ramenée de Pékin, qui est la photo d'un homme qui est comme ça étendu entre des pics de montagne. Et primo, je me demande comment il est arrivé jusque-là. Et ensuite, je vois sur son expression une sérénité absolument extraordinaire. Donc je me dis qu'arrivé là-haut, il ne sait plus ce qui se passe en bas, qui naturellement, c'est la guerre, c'est la maladie, c'est tout ce qu'on veut. Et lui, il est en haut. Et ça, c'est le mystère. C'est pour ça que j'ai voulu clore ce livre sur cette photo. J'aime beaucoup la nostalgie parce que d'abord ça me permet de revivre ce que j'ai aimé. Ensuite, la nostalgie est quelque chose qui rapproche le passé de vous d'une manière absolument extraordinaire. D'ailleurs, Proust est très nostalgique, puisqu'il parle sans cesse de la petite maison d'Illier où il n'a été que 5 fois. Mais pour lui, c'est un symbole. Cette maison est un symbole de l'enfance. Et la nostalgie, pour moi, c'est la confusion des temps. Pas la confusion confusionnelle, mais la fusion des temps, je veux dire, plutôt que la confusion. J'aime beaucoup l'immobilité,
J'ai choisi Chartres depuis maintenant longtemps pour vivre dans une ville assez immobile entre la cathédrale qui forcément est toujours différente mais toujours la même en même temps, et les rues le soir avec les éclairages très mystérieux, très immobiles, les lanternes un peu comme ça, brumeuses. Et j'aime bien regarder le plafond. J'aime bien être couchée sur mon lit, regarder le plafond, et alors les choses affluent, oui. J'aime bien la nuit, j'aime bien écrire la nuit, quand il n'y a plus rien, quand on n'entend rien. Enfin, quand la ville est plus immobile que le jour. Une filiation, c'est-à-dire que personnellement, comme je sais que mon père aimait beaucoup les femmes, je me suis toujours demandé, j'ai un peu fantasmé, parce que quand on est un peu comme ça amoureuse de son père à 12 ans, on se dit, mais a-t-il connu d'autres personnes? On se pose beaucoup de questions indiscrètes. Et donc dans ce livre, j'ai mis une photo que j'ai trouvée dans un de ces tiroirs et que je trouve très belle, d'une femme très belle. Et en même temps, du côté de ma mère, je lui ai toujours demandé de me raconter un peu son enfance, et elle n'a jamais voulu, jamais. Donc des deux côtés, il y a un peu de mystère, mais c'est normal parce qu'on est soi, et que soi c'est une nouvelle énigme qui participe des deux autres, et puis aussi des grands-parents. Enfin, tout est lié. Donc on reste très énigmatique même pour soi-même, même si, comment dire, j'étais très frappée par une phrase de mon père dans ses mémoires. Il dit « J'aime mieux connaître que me connaître ». J'ai trouvé cette phrase très étonnante, et j'ai pensé qu'elle était due à une pudeur excessive, alors que je pense qu'on ne peut pas vraiment connaître les autres si on ne se connaît pas soi-même, en fait. Déjà vers 8 ans, ce qui m'intéressait chez Conan Doyle, c'est pas du tout la découverte du cadavre, c'est la manière dont il avait fait pour le découvrir et pour savoir qui c'était. Donc je trouve que le cheminement de la pensée est plus important que certains événements. Vous voyez ce que je veux dire? Les événements, bien sûr, sont très importants, mais c'est ce qu'on en fait après qui importe. C'est comment on les revit, ou comment on a été vers eux. Pourquoi aussi. Pourquoi, bien sûr. C'est un livre de questions aussi, de questionnements.